Vous écoutez À l'écoute de sa voix, ou Aleph pour ceux qui aiment les raccourcis. Aleph, ce sont des interviews de personnes qui ont fait leur coming out spirituel. De la star de YouTube à votre voisin de palier plus anonyme, Aleph donne la parole à ces personnes incroyables, de toutes générations, de toutes opinions, qui ont le courage de vivre leur spiritualité au grand jour. C'est tellement enrichissant de les écouter et leur partage inspirant va vous montrer qu'il est possible de sortir de son placard spirituel et de vivre plus heureux encore. La spiritualité, c'est pas du développement personnel. C'est beaucoup plus grand pour moi. Il faut prendre en compte toutes nos dimensions, visibles et invisibles. Et du coup, ça demande vraiment, pour moi, des recherches approfondies sur soi-même. Je suis Christine Dejoigny et je découvre chaque jour un peu plus ma spiritualité. Peut-être vous êtes comme moi et vous cherchez des réponses. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Caroline Morel-Marin. Caroline, c'est les 4 reines du tarot en une seule personne. Elle séduit avec le feu qui l'anime, rassure avec un bon sens terrien à toute épreuve, elle nous comprend et nous console quand nous en avons besoin, et on ne la lui fait pas à l'envers parce qu'elle sait exactement de quoi elle parle. Elle se définit comme une chercheuse en spiritualité, en ésotérisme et en développement personnel. Elle le dit elle-même, elle tente de répondre à ses propres questions sur ces sujets. Elle partage ses découvertes à travers les livres qu'elle écrit, les jeux de cartes qu'elle crée et tous ses accompagnements. Avec une guidance, de la numérologie ou des tirages de cartes, elle vous accompagne dans la recherche de votre juste place professionnelle, celle qui vous permet de vous sentir aligné avec ce que votre âme est venue expérimenter dans cette vie. En plus de tout cela, c'est la copine géniale qui a toujours une histoire à raconter. Et ces histoires traitent souvent de spiritualité. Ici, pas de mystère à 2 balles, pas de mots compliqués. La force de Caroline, rendre accessible à tous des concepts très profonds. Elle le fait toujours avec joie, humour et légèreté. C'est peut-être cela la recette du succès, puisque son compte Facebook, Mademoiselle Bien-être, est suivi par plus de 54 000 personnes. Elle nous parle de Guadeloupe, de Jean-Claude Bourré et de Petit Caillou. Voici son histoire. Bonjour Caroline. Bonjour Christine. Alors Caroline, qui es-tu ? Alors, je suis une femme, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants que j'ai eu tard, donc ils sont tout petits aujourd'hui, ma fille a 2 ans et demi, mon fils a 7 ans. Je le précise parce que c'est important pour moi dans ce que je suis, parce que c'était très compliqué pour moi de devenir maman, et aujourd'hui je suis vraiment comblée, donc voilà, c'est important pour moi. Et puis, qui je suis ? Je suis quelqu'un qui a beaucoup de foi, qui croit en beaucoup de choses, peut-être même ce sont des croyances, c'est possible. Et j'essaye d'aider ceux qui en ont besoin à comprendre ce monde invisible, et puis surtout à comprendre ce qu'ils sont venus faire sur cette terre, sur cette planète. Parce que moi-même, je me suis posé cette question pendant tellement d'années et je sais le bien que ça fait de trouver la réponse. Donc voilà, aujourd'hui, j'œuvre à aider les autres à trouver cette réponse-là. Ah, super. Et qu'est-ce que peu de personnes savent sur toi ? Alors, que je suis très gourmande. Alors ouais. Après, quand on voit ma silhouette, on peut le deviner quand même. quand même. Et puis que je suis capable de grande colère. Donc ça se voit pas comme ça. Quand j'en parle autour de moi, les gens qui me connaissent même bien, souvent sont surpris. Parce que je suis très joviale, je suis très cool, je suis très... Voilà. Par contre, quand on vient me piquer au vif, en fait, quand on me cherche, on me trouve. Voilà, C'est un peu ça l'idée. Donc j'ai un côté comme ça après assez jusque boutiste et je suis capable même de fermer la porte à des gens qui m'ont vraiment fait du mal, par exemple. Voilà. Quelle est ta première pensée au réveil ? Déjà, parce que je suis fatiguée par mes enfants. Et que souvent ils nous ont réveillés plusieurs fois dans la nuit et que du coup les nuits sont toujours trop courtes. Donc c'est ça, la première pensée c'est trop court. Ouais, c'était trop court. Voilà. Mais voilà, sinon c'est chouette, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de chouette encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer une fois que j'ai passé le cap de la fatigue. Ce podcast traite de spiritualité, et qu'est-ce que la spiritualité pour toi ? Alors c'est difficile à décrire et à expliquer. Je vais plutôt parler peut-être de mes ressentis en fait. Pour moi la spiritualité c'est avoir la foi dans quelque chose de plus grand. La spiritualité, c'est être en conscience de qui on est, de ce qu'on est venu faire,
de cette partie de nous qu'on ne connaît pas forcément, du fait qu'on est un être de lumière incarné dans un corps de chair, du fait qu'on est tous venus œuvrer pour quelque chose sur cette planète, du fait qu'on est tous venus pour devenir meilleurs. Et que je pense que certains n'ont pas encore bien compris, malheureusement. C'est un jugement de ma part, évidemment, mais voilà, la spiritualité, c'est un tout, en fait. La spiritualité, c'est pas du développement personnel. C'est pas, comment dire, c'est beaucoup plus grand pour moi. Il faut prendre en compte toutes nos dimensions, visibles et invisibles. Et du coup, ça demande vraiment, pour moi, des recherches approfondies sur soi-même. C'est en cela, je pense que c'est au-delà du développement personnel qui nous permet simplement, entre guillemets, parce que c'est déjà un super job, ça nous permet simplement de découvrir notre ego, notre personnalité incarnée. La spiritualité, pour moi, c'est se découvrir dans sa totalité, en fait. Au-delà de l'ego. Au-delà de l'ego. C'est ça. Et puis après, c'est un tout, c'est tout le temps. C'est pas autant le développement personnel. Parfois, on peut le laisser tomber, le mettre de côté parce que on a moins envie de lire, on a moins envie de faire de stage, je sais pas quoi. Autant la spiritualité, c'est tout le temps en fait. C'est là en permanence. Une fois qu'on met le pied dedans, une fois qu'on ouvre cette porte-là, et j'ai même envie de dire, il n'y a même pas besoin d'ouvrir de porte d'ailleurs. C'est là dès qu'on met un pied dans l'incarnation au final, puisque c'est cette idée de devenir meilleur de jour en jour, de devenir de plus en plus vertueux en fait. Donc, à la limite, même quelqu'un qui n'entendrait jamais parler de spiritualité sera quand même quelqu'un de spirituel, puisque c'est notre état d'être, en fait. Tu disais que la spiritualité est là. Alors, donc, la question d'après, c'est quelle place a la spiritualité dans ta vie ? Donc, c'est omniprésent. C'est là tout le temps, en fait, à chaque seconde, à chaque pensée, à chaque émotion. Pour moi, on est indissociable de notre évolution spirituelle, en fait. Voilà, en fait, tu vois, je pense que pour le décrire, je parlerais plutôt d'évolution spirituelle, parce que je pense que c'est plus juste finalement, en tout cas pour expliquer ce que je veux dire. Et finalement, cette évolution, elle est là en permanence. C'est pas un lundi sur deux, quoi. Tu vois, c'est pas des cases que tu vas cocher sur ton calendrier en disant alors dimanche 23 je serai beaucoup plus spirituelle. Bah non, ça marche pas comme ça. Donc c'est en permanence et puis c'est dans chaque acte du quotidien. Pareil, je pense qu'il y a quelque chose d'important à bien retenir, c'est que la spiritualité, elle est aussi dans le faire. Donc, on parle beaucoup de l'être, donc c'est très bien évidemment, puisqu'on parle de l'être par rapport à l'avoir, ça c'est super, mais il ne faut pas oublier le faire, puisqu'on est dans une vie d'incarnation, on est dans la matière, dans une vie de matière, et forcément, notre spiritualité, elle passe aussi par nos actes. Et on le voit bien, plus nos actes sont vertueux, plus la planète va bien, vous voyez, tu vois, c'est un ensemble ça aussi. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est forcément de l'omniprésent et du permanent. Alors justement, omniprésent, permanent dans le faire, toi, comment tu la vis au quotidien, ta spiritualité ? Qu'est-ce que tu fais ? Au top. Qu'est-ce que je fais ? Alors, c'est comment dire, prêter attention à mes pensées et à mes émotions. Être en pleine conscience de mes choix. Ça, c'est quelque chose que je milite pour ça. Pour que tout le monde essaie de prendre conscience de ça, parce que nous sommes la somme de nos choix. Rien de plus, rien de moins. Quand tout le monde comprendra que ce qu'il est le résultat de ses propres choix, on n'a plus de raison de se plaindre ou d'accuser les voisins, je ne sais quoi. Voilà. Donc là, on est dans son évolution spirituelle pour moi. Donc, je prête attention beaucoup à mes choix. Quand je ne suis pas contente, heureuse de ce que je vis, je m'interroge toujours sur quel est le choix qui m'a amené là. En général, je le trouve. Il y a toujours eu à un moment donné une bifurcation que j'ai prise et qui finalement n'était pas la bonne. Et après, c'est être responsable de sa propre vie. Donc, à chaque fois que je ne suis pas heureuse de ce que je vis, c'est faire les modifications nécessaires pour que ça puisse l'être. Après, c'est aussi dans mon rapport avec mes enfants, par exemple, c'est avoir pleinement conscience que ce sont des âmes incarnées dans des corps. Donc, eux aussi ont leur propre évolution. C'est quelque chose, c'est une discussion que j'ai souvent en séance d'accompagnement avec les parents que je peux recevoir, puisque souvent on me dit oui, mais bon, moi je suis la maman, je suis le papa, vous comprenez, je peux pas le laisser faire toutes ces bêtises. Si, il faut les enfants ont aussi leur propre chemin, par exemple.
Alors, les enfants petits font des petites bêtises, les enfants grands font de grandes bêtises, mais c'est leur chemin. S'ils doivent passer par ces actes-là pour comprendre et aller dans leur chemin de vie, il faut bien les laisser faire. Donc, tu vois, par rapport à mes enfants, ma spiritualité, elle est aussi dans trouver cet équilibre très précaire, on est bien d'accord, entre accompagner leur mouvement, leur progression en tant qu'enfant, leur évolution en tant qu'enfant, et en même temps leur laisser cette liberté d'être afin de comprendre en fait ce qu'ils sont venus faire et puis leurs propres erreurs de manière à pouvoir évoluer. Ouais. Tu vois, si je prends un exemple, disons qu'un enfant a besoin absolument de vivre l'abandon. D'accord, pour comprendre, pour être dans son chemin de vie, parce que c'est ce qu'il est venu vivre, d'accord. Et admettons, cet enfant, un jour, d'un seul coup, n'a plus de copains, n'a plus rien. L'erreur serait d'aller voir tous les copains pour essayer d'expliquer les choses en disant, non, il faut de nouveau être copain avec mon fils, parce que c'est pas bien. Non, cet enfant a besoin de le vivre, en fait. Donc, c'est l'accompagner, lui, dans ses ressentis, dans ses émotions, et pour autant, laisser la situation être ce qu'elle doit être, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est permanent là aussi. C'est forcément à chaque seconde, c'est être en conscience finalement. Je pense que c'est ça l'idée. Être le plus possible en conscience de ce qu'on est, de qui on est, de ce qu'on est venu vivre, de notre impact sur les autres aussi. Ça, c'est très important. Ouais. Tu vois ? J'ai perdu le fil. Je ne sais plus quelle était la question. C'est comment tu l'as vécu au quotidien, mais voilà. Tu es absolument dans la question. C'est ça, donc c'est bon. Donc c'est bon. On la coupera pas au montage, c'est très bien. Ok. Alors justement, tu parlais quand tu prenais l'exemple d'accompagner des parents par rapport à leur enfant. Toi, tu as la spiritualité dans ton business. Comment elle s'exprime ? Alors, il a fallu que je dépasse plusieurs choses pour être dans ce business plus spirituel que ça aurait pu être avant. Déjà, mon rapport à l'argent, par exemple, qui était franchement galvaudé par tous mes héritages familiaux, sociétaux, karmiques certainement, etc. Tous mes dépassements à réaliser. Donc, de réussir à comprendre que l'argent, c'est pas forcément sale, qu'on peut faire du business propre, etc. Donc, déjà, ma spiritualité, elle s'est posée là, à un moment donné. Ouais. Après, ça a été de bien comprendre que, en fait, comment dire ça ? Aujourd'hui, je m'amuse à créer de l'argent. Nous sommes des êtres créateurs et je pense que notre spiritualité, elle se pose là aussi, dans cette capacité de création qu'on a tous. Donc aujourd'hui, je m'amuse à créer de l'argent. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai pas l'impression de gagner ma croûte, pour le dire clairement, mais j'ai vraiment cette sensation d'être en train de créer des choses qui me font du bien et qui a priori font du bien aux autres, en tout cas ceux que ça intéresse. Il y a certainement plein de gens que ça n'intéresse pas. Après, c'est aussi avoir cette sensation que je mets ma pierre à l'édifice global, en fait. Ouais. Et alors, tu vois, ça prend tout son sens en ce moment, en fait, clairement, parce que, donc, petite parenthèse, que je ne sais pas quand est-ce que ça sera diffusé, mais on est en plein confinement par rapport au Covid-19 en ce moment. Face à quoi ça nous met ? Tous ces fameux choix qu'on a pu faire, principalement professionnels. On se rend bien compte aujourd'hui, il y a des gens qui réalisent que leur boulot n'est pas du tout essentiel, en fait. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont à la maison, ça ne change pas la face du monde, en fait, s'ils arrêtent de bosser. Tu vois ? Il y a aussi plein de gens qui, d'un seul coup, grâce à ce temps qu'on leur offre, sont en introspection et se disent « Ah, mais il est peut-être temps que je change parce que j'en peux plus, etc. » Et moi, ça fait des années que j'œuvre à aider les autres à trouver leur place, principalement professionnelle. Parce que on passe au moins 8 heures par jour au boulot. Que c'est important pour moi qu'on se sente aligné avec ce qu'on fait. Parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on peut accompagner le changement global. Si chacun est bien à sa place, si chacun œuvre là où on l'attend, si chacun révèle ses talents et les propose aux autres, on va tous avancer dans le bon sens, tu vois, c'est complètement logique. Et là, quand on va sortir de cette grosse crise, c'est exactement ce qu'il va falloir faire. Il va falloir que les gens acceptent de mettre leur talent au service des autres. Tu vois, prenons un exemple, quelqu'un qui est super doué à manager. Ok, aujourd'hui, il est peut-être manager dans une boîte cotée au CAC 40, qui est en train de s'effondrer. D'accord ? Pourquoi cette personne n'utiliserait pas ce talent de manager dans une nouvelle entreprise, une nouvelle structure qui permettrait, je sais pas moi, de faire de la permaculture, d'avoir d'une entreprise plus sociale, etc. Là aussi, on aura besoin de managers. Tu vois ? Absolument. En fait, c'est se dire, pour moi, un business spirituel, c'est se dire, mais qu'est-ce que je nourris avec ce business, en fait ? Tu vois, je nourris qui ? Je nourris quoi ?
Ouais. Et moi, aujourd'hui, je suis toute seule dans mon coin, faire mon truc, je nourris qui, je nourris quoi? Je me nourris moi, parce que ça me fait du bien, faut pas l'oublier, hein. Ça me nourrit de faire ce que je fais. Ça me nourrit d'écrire et de vendre des bouquins. Ça me nourrit d'accompagner tous ces gens. Enfin, voilà, ça me met en joie, tout ça. Et puis, ça nourrit qui? Ça nourrit derrière aussi tous ces gens chez qui, peut-être, je plante une graine à un moment donné. Tu vois? Et je pense que c'est simplement ça. Aujourd'hui, et donc je te dis, aujourd'hui, ça prend tout son sens, parce qu'on voit bien que quand on va sortir, là, qu'est-ce qu'on fait de ce nouveau monde-là qui nous attend? Il va falloir que chacun mette sa pierre, en fait. Oui, je ne peux être que d'accord, absolument. Ouais, c'est ça. Donc je pense que la question, c'est horrible. Non, tu étais encore dedans. C'était la spiritualité dans ton business. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors justement, on parle de spiritualité. Tu disais qu'avant, tu n'étais pas comme ça et que ça a été une évolution. Mais alors, comment s'est déroulé ton coming out? Comment s'est déroulé à un moment donné le moment où peut-être ça s'est fait de façon progressive, tu viens de le dire, où il y a eu un avant et un après? Oui. Alors, il y a eu 2 étapes, on va dire. En fait, petite, je me souviens, mais je me suis souvenue très tard, parce que c'est des souvenirs qui se sont complètement fermés, que je voyais des morts, je parlais avec des morts, je jouais avec des morts dans ma chambre. D'accord, donc des gens que je voyais en noir et blanc. J'ai des souvenirs très présents de ces êtres-là. Mais ça s'est complètement fermé quand on a changé de maison. En fait, avec le recul, je me rends compte qu'on a changé de lieu d'habitation. Et ça s'est fermé à ce moment-là, puis ça correspondait à mes 6 ans. Tu vois, là, en général, ça se ferme. Ok. Donc jusqu'à presque 30 ans, j'étais complètement cartésienne. Je ne croyais à rien. L'ésotérisme, je crachais dessus. Les religions, je crachais dessus. Toute croyance, tout. Vraiment, je crachais dessus. Je grattais la vie par tous les bouts là pour prendre tout ce que je pouvais, puisque de toute façon, au bout de 80 ans à peu près en moyenne, on allait tous mourir. On redevenait poussière et terminé. Donc autant vivre le truc à fond, tu vois. Et puis, il semble que ça devait s'ouvrir, visiblement. Dans les étapes, j'ai d'abord fait un gros burn-out. Je suis tombée au fond du trou, parce que j'étais en plein divorce, et mon premier mariage était très mal passé. Bref, voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et puis, le boulot, ça faisait presque 15 ans que j'étais responsable de magasin, pressée comme un citron, hein, comme dans tous ces jobs et toutes ces boîtes, on vous presse là pour du chiffre. Là, donc j'ai vendu tout, et à un moment donné, je vendais des strings. Je me dis, mais quand même, on me fout la pression pour vendre des strings. De l'autre côté de la planète, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a quand même un truc qui va pas, hein, tu vois, ça déconne un peu. Bref, donc de fil en aiguille, mon corps a fini par lâcher. Et donc, pareil, je te la fais courte, mais je suis retrouvée au fond de mon lit pendant plusieurs mois. Entre-temps, j'avais rencontré mon compagnon, qui aujourd'hui est mon mari, mon nouveau mari, parce que c'est important dans l'histoire. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui, de par sa culture antillaise, était très catholique, quelqu'un qui était bercé par ça, qui était en école privée catho, qui avait l'habitude d'aller à l'église, et c'était quelqu'un qui vivait ça de manière très joyeuse. Et moi, à côté de ça, c'est quelque chose que je détestais, puisque mes souvenirs, c'était le catéchisme, et puis ces églises, tu sais, en métropole, grises, sombres, froides, voilà. Ouais. Mes parents qui me déposaient devant la porte de l'église le dimanche matin, qui venaient me chercher à la fin, mais eux venaient pas, tu vois. Donc je comprenais pas bien le concept du truc, tu vois, c'est un peu bon. Et puis, donc, on avait quelques discussions là-dessus, et j'étais très virulente. Et un jour, j'ai fini par le vexer, en fait. Il s'est vexé, il s'est vraiment senti profondément blessé dans sa foi. Et en fait, ça m'a fait réaliser quelque chose. J'ai dit, mais non, mais je te dis pas tout ça pour te faire du mal. Et là, allez, tu sais quoi, pour te prouver ma bonne foi, viens, je t'accompagne à une messe. Nous voilà donc partis un dimanche, moi la fleur au fusil, n'est-ce pas, à une messe dans une église qui s'appelle Sainte-Catherine de la Médaille à Paris. Et en fait, cette église est particulière, c'est un peu comme Lourdes, tu vois. Ouais. Il y a Sainte-Catherine, Catherine a vu la Vierge qui lui a demandé de créer une médaille miraculeuse. C'est-à-dire que si tu la portes, tu peux guérir en fait de tes douleurs, de tes maux divers et variés. Et donc, Catherine a été canonisée, son corps est dans cette église. Tu vois, et il ne se dégrade pas, tu sais. Voilà. Ouais. Et donc, on arrive dans cette église, je mets un pied à l'intérieur, je me sens pas très bien. Je mets un deuxième pied, et là, je sais pas ce qui se passe à l'intérieur de moi. Là, c'était d'une violence absolue, puisque d'une seconde à l'autre, je me suis mise à entendre tout ce que les gens pensaient et à ressentir tout ce que les gens ressentaient. Moi qui croyais à rien, qui n'avais aucun ressenti, soi-disant. D'accord ? Donc, ça a été d'une violence, mais extrême. Et je suis restée ouverte comme ça pendant 3 jours et 3 nuits. Sauf qu'on était à Paris, que je prenais le métro et que je travaillais à Forum des Halles.
Pour ceux qui connaissent, ils comprendront mon Oh, le malheur. tsunami. Un tsunami, un enfer, vraiment un enfer. Et du coup, tous mes souvenirs de petite ont commencé à remonter. Et la chance que j'ai eue dans tout ça, c'est que au même moment, je cherchais une psy pour m'accompagner sur mon burn-out, donc ma dépression, puisqu'en fait j'étais en grosse dépression, et je suis tombée sur une psychothérapeute transpersonnelle qui donc pouvait accueillir tout ce monde invisible et tous mes ressentis par rapport à l'invisible. C'était ok en fait d'en parler. Donc, je ne suis pas passée pour une folle dingue et j'ai pu exprimer tout ce qui se passait, ce qui m'a fait un bien fou. Rien que de le poser, déjà, ça m'a fait un bien fou. Tous mes souvenirs sont remontés et à partir de là, il y a eu une quête qui n'est pas vraiment terminée. Hein. Je pense que voilà, ça fait plus de 15 ans maintenant. Maintenant, je suis guérie. Hein. Je suis dans l'acceptation de qui je suis. Mais il y a eu, on va dire, 5-6 ans d'errance à essayer de comprendre tout ça. Alors moi, en plus, qui a un mental bien présent, qui a besoin de comprendre tout ce que je vois, lis, expérimente, etc., ça a été une quête intellectuelle principalement de comprendre comment ça marche, en fait. C'est quoi l'univers? C'est qui Dieu? Comment ça marche? Qui nous a fait? Pourquoi on est là? Enfin, ça a été, voilà. Je suis pas la seule à vivre ça, hein, ce besoin de comprendre d'un seul coup quand la porte s'ouvre. Je reçois plein de gens en séance d'ailleurs qui sont là-dedans. Tu sais, ce besoin de dévorer tous les bouquins sur le sujet, Absolument. d'aller faire des tonnes de stages, etc. Et puis, je me suis fait beaucoup accompagner par tout un tas de médecines parallèles, puisque la médecine classique ne me proposait que des antidépresseurs qui m'assommaient complètement. Et j'ai bien vite compris. Alors, j'en ai eu besoin. Hein, je ne crache pas dessus parce que j'en ai eu besoin. J'étais tellement au fond du trou, de toute façon, j'allais y passer. Hein, j'allais passer la corde au cou. Donc, il fallait de toute façon me rattraper. Mais très vite, j'ai compris que ça allait pas le faire. Et donc, j'ai eu la chance d'être accompagnée et j'ai découvert tout cet univers des médecines parallèles en même temps, puisque c'était pas du tout mon univers, quoi. C'était pas, voilà. Et donc, ça a été une révélation. Enfin, le voile s'est déchiré, quoi. D'un coup, d'un seul, paf. Et puis, après, ça a été l'acceptation de qui je suis, de cette médiumnité qui est là. Je ne vivais que de ressentis, mais je me rendais pas compte. En fait, je pensais que c'était ma tête et mon mental en fait qui me faisait résonner, alors qu'en fait, j'avais vraiment j'ai toujours eu des compréhensions intuitives, des ressentis, des intuitions, etc. Sauf que je ne mettais pas les bons mots dessus, tout simplement en fait. Donc ça a été une vraie découverte de moi, de qui je suis profondément, de qui on est tous au final, hein, de toute façon. Et puis encore une fois cette acceptation, puis après voilà, ça a été tout un cheminement pour aussi intégrer ça de manière professionnelle, accepter de lâcher un boulot salarié, dépasser toutes mes peurs par rapport à l'argent, puis voilà, ça a été tout un cheminement. Et aujourd'hui c'est posé, ça y est. C'est posé, ça y est. Alors c'est posé, ça y est pour toi. Et comment cette médiumnité, ces ressentis, ce dont tu viens de nous parler, est vécu par ton entourage? Alors, ça dépend qui. Donc, évidemment, ça a été 15 ans d'écrémage aussi. Hein. Ces 15 années, ça a été ça aussi. Hein. Mon entourage a complètement... Alors, pas complètement changé, non, justement. J'avais déjà quelques copines qui étaient là-dedans, que je taquinais. Tu vois? Oui. Bon, aujourd'hui, je taquine plus, tu comprends? Voilà, et heureusement, c'est des gens fidèles, tu vois, ce sont des amitiés fidèles. Et ça m'a beaucoup aidée, puisque c'est des gens qui m'ont amené, tu vois, une dans une boutique ésotérique où je serais jamais allée sans elle. Enfin, il y a eu des comme ça, près des rencontres et des lieux qui m'ont été mis sur mon chemin grâce à ces gens-là, qui étaient déjà dans mon entourage. Et après, il y a eu un gros écrémage, comme on le fait tous aussi, hein, de tous ces gens qui m'étaient toxiques, entre guillemets, en tout cas qui me correspondaient pas ou plus. Et j'ouvrais les yeux sur ce qui me correspondait plus. Donc ça permettait de mettre des freins, de mettre de la distance, voire de couper des ponts aussi, mais même naturellement et sans fracas, hein, tu vois, c'est juste, ça se fait naturellement. Et puis il y a eu un autre réseau qui s'est créé. Ouais. Parce qu'à la base, je suis quand même quelqu'un qui... J'aime les gens, j'aime le contact, j'aime le réseau, etc. Et puis finalement, tu vois, les années passant, je me suis de plus en plus quand même retournée sur moi et mon tout petit noyau, qui est mon mari, mes enfants, mes très proches. Tu vois, et au fait, aujourd'hui, ça me suffit. Je me rends compte aussi avec le recul que j'avais un besoin de me noyer dans les gens aussi, quelque part, tant que mon énergie n'était pas bien calée à l'intérieur de moi, je crois. Tu vois. Et aujourd'hui, voilà, je parle très ouvertement de qui je suis. Même mon mari, maintenant, petite parenthèse, arrive à parler ouvertement de qui je suis. Il a mis encore plus de temps que moi, mais maintenant, il y arrive. Alors, j'avouerai très honnêtement qu'il y a quand même des situations un peu cocasses. Par exemple, là, on est en train de demander un prêt immobilier pour un achat. Bon, à la question, faites quoi, madame? C'est toujours un peu délicat. Alors, selon, tu sais, comme je ressens les gens, maintenant je sais, enfin voilà, je sais tout de suite à qui je peux en parler ou pas. Mm-hmm.
si je sens que ça sera mal perçu et que ça risque de nous coincer dans nos projets, ou enfin, tu vois, etc., on va dire autre chose, tu vois. Ouais. On va dire, je fais de la rédaction web, je tiens un site en ligne, ce qui est vrai. Oui, Tu vois, tout ce à qui est fait. vrai aussi. Je m'entends. Mais voilà. Après, dans notre entourage proche, tout le monde sait ce que je fais. Ça, c'est sûr. Après, à l'école, par exemple, les parents d'élèves de la classe, mes gamins savent pas ce que je fais, mais parce que enfin, j'ai pas, c'est pas écrit sur mon visage, et puis j'arrive pas avec mon panneau lumineux médium, tu vois, parce que je cours pas après ça. Enfin, tu vois. Donc voilà. Après, bah oui, il y a eu un gros écrémage, oui, c'est sûr. Quelles sont les peurs que tu as su dépasser dans cette nouvelle vie, dans ce coming out? Alors, je pense au tout début, c'est le regard des autres. Mais Ouais. très vite, comme je suis quelqu'un d'un peu fonceur, tu vois, je suis pas, c'est pas que je me fiche de ce que pensent les autres, c'est pas ça. Mais bon, au tout départ, il y a quand même eu ça, puisque j'avais cette sensation de plus du tout faire partie de la norme, tu vois. Donc, il y a eu ça, mais très vite, ça a été dépassé. Après, ça a été des peurs personnelles par rapport à ce que je suis capable de capter, ressentir. Tu vois, les premiers défunts là qui sont venus me chatouiller, bon. Bon, j'étais pas hyper à l'aise et j'étais plutôt dans ma frousse quand même, tu vois. Ouais. C'est des certaines manifestations qui ont pu se faire à la maison. Enfin, tu vois, il y a eu des trucs quand même. Tu dis bon, allez, allez les gars là, aidez-moi là, hein, les guides là, on y va. Dites-moi, mais je suis pas toute seule parce que bon, quand même, c'est plus ça. Et puis maintenant, c'est très joyeux tout ça en fait. Et pareil, c'est mon cheminement de se rendre compte que plus tu es dans la joie et moins tu es dans la peur et moins on te fait peur. Ouais. Tu vois, encore une fois, tu es ce que tu crées et tes choix, t'es la somme de tes choix. Donc, je choisis de vivre ça de manière joyeuse et légère. Et c'est OK. C'est aussi peut-être aussi une question de vibration, ce que tu aimais, ce que tu reçois en termes de joie ou de peur. Ok. Ah, mais complètement, ouais, complètement. Mais tu vois, aujourd'hui, régulièrement, la télé s'allume toute seule. Alors, il y a quelques années, tout le monde aurait bien flippé. Aujourd'hui, ben, ah, tiens. C'est sur des programmes qui vous intéressent ou pas? Ouais, souvent, il y a des messages en général, ouais. Un jour comme ça où j'étais plutôt dans, tu vois, plein de soucis, enfin, j'étais un peu down, tu vois, c'était pas un jour, parce qu'on a tous nos moments un peu down comme ça, tu vois, et je rentre à la maison et la télé s'est allumée toute seule sur un arc-en-ciel. Ah, Tu super. vois, une image arc, tu dis, waouh, bon, ok, merci, quoi, tu vois. Une fois comme ça, j'étais en séance et d'un seul coup, j'entends, donc je parle avec la dame en face de moi par Skype, tu vois, et j'entends des bruits. Mais comme s'il y a des gens qui parlaient dans mon salon ou dans le jardin, tu vois, au bout d'un moment, j'écoutais, excusez-moi, je vais comme aller voir, je pense qu'il y a des gens chez moi. Donc, je vais voir, en fait, la télé s'était allumée, et sur une émission qui s'appelle Ça commence aujourd'hui. Ah, Tu vois, et ouais. puis ouais, tu vois, ce type de message, bon, c'est quand même super chouette. Et trucs qui font vraiment flipper, j'en ai quasiment plus, en fait. Parce que, encore une fois, j'ai dépassé ces peurs-là. Alors du coup, donc t'en as quasiment plus, mais est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais aimé recevoir, tu sais, juste avant de faire ton coming out? Souvent, je parle de pousser sa porte de son placard spirituel. Est-ce qu'il y a des conseils? Alors, je pense que j'ai eu la chance de les recevoir, en fait, par cet entourage bienveillant que j'avais, Ouais. tu vois. Qui a quand même été salvateur au final, mais ça a été d'oser croire en moi, de prendre le temps nécessaire. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a personne qui nous met la rate au courbouillon, à vite, évolue spirituellement. Ça, pareil, c'est des choses que je vois autour de moi. Je me dis, mais surtout pas, chacun son chemin, chacun son timing. Et puis si à la fin de cette incarnation, c'est pas fini, c'est pas grave, on revient tellement de fois. C'est pas un souci, ça. C'est aussi, justement, je pense que finalement, le meilleur conseil, ça serait de s'entourer des bonnes personnes, en fait. Okay. Tu vois, des gens qui sont capables de comprendre ce que tu vis et qui ne vont pas être dans le jugement, qui ne vont pas te renvoyer leur propre peur, parce que ça, c'est terrible. Hein. Ça, c'est terrible. Les gens qui te renvoient leur propre peur, ça te met... si toi-même déjà, t'es pas bien calé, ça t'écrase complètement, en fait. Imaginons, tu dois renoncer à ta spiritualité. Comment serait ta vie? Alors, bien fade, bien triste, bien grise. Encore une fois, oui, j'ai une spiritualité plutôt joyeuse, tu vois. Ça me porte. Donc, je me sentirais vide. Tu sais, comme une pompe d'essence à sec, tu vois. Voilà, j'aurais plus de jus du tout, là. Alors, comme tu es très dans les livres, tu écris merveilleusement bien. Bon, ça c'est moi. Mais voilà, ça c'est moi, c'est mon opinion. Quel est le livre parmi les tout premiers que tu as lus quand tu étais enfant dont tu te souviens encore?
Alors, c'est très, très présent, très marqué. C'est Les Trois Brigands. Alors, je sais pas bien dire le nom de l'auteur, je pense. C'est Tommy Ungerer, qui est décédé il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, là. Et en fait, ce livre, du coup, il m'a été offert par quelqu'un qui m'est très cher à mon cœur. Donc, voilà, c'était une cousine de ma maman que j'ai toujours admirée et adorée. Donc, déjà, je pense que ça a beaucoup joué. L'histoire est très, très chouette. Ce livre m'a été offert par quelqu'un très cher à mon cœur, une cousine de ma maman que j'admirais beaucoup. Donc ça a dû beaucoup jouer dans le fait que j'aimais beaucoup ce livre. Alors ce qui est très rigolo, c'est qu'il est toujours édité, hein, donc je l'ai acheté pour mes enfants. En fait, mes enfants ne l'aiment pas particulièrement, mais ils me demandent de leur lire pour me faire plaisir, tu vois. Ah, c'est trop mignon. Ouais, c'est mignon, ouais. Puis après, il y en a un autre qui m'a marqué pour une toute autre raison. J'étais plus grande déjà, parce que là, je pouvais lire toute seule. Mon père avait dans la bibliothèque familiale un livre de Jean-Claude Bourré. Alors déjà, quand on connaît Jean-Claude Bourré, c'est qu'on est vieux. Déjà, tu vois, c'est d'un autre âge, sur les ovnis. Ah. Tu vois, c'était ce journaliste, tu vois Oui, qui je vois c'est. très bien, tout Voilà. à fait. Et il a beaucoup écrit, enfin, c'était un passionné d'ovnis. Mon père avait un de ses bouquins. Et en fait, je m'étais amusée, parce que dans ce bouquin-là, dont je ne me souviens pas du tout du titre, hein, par contre, il avait répertorié toutes les apparitions d'ovnis en France sur une période, en fait. Donc, j'avais pris une carte que j'avais mise dans le bureau et je m'étais amusée à mettre des épingles, tu vois, sur la carte pour voir un peu où les ovnis apparaissaient. Et voilà, c'était un truc très rigolo. Quelles sont les 3 personnes que tu aimerais rencontrer au cours de ta vie? Alors, Bernard Werber, un écrivain que j'affectionne beaucoup, 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 parce que c'est un visionnaire. D'ailleurs, quand on reprend certains de ses bouquins après, on se rend compte que tout arrive. Alors, c'est très romancé, évidemment, mais voilà, j'aime son écriture facile et fluide et accessible. Ça, voilà, j'aime beaucoup. Après, je le connais pas dans la vie privée, c'est peut-être pas quelqu'un de sympa, j'en sais rien, mais en tout cas, j'aimerais me mettre autour d'une table avec lui pour philosopher sur ce monde et refaire le monde ensemble, ça j'adorerais. Voilà, ça j'adorais. En ce moment, je t'avouerai que j'aimerais bien avoir Macron en face pour lui dire ce que je pense. D'accord. Voilà, hein, très clairement. Voilà. Et attention, on sait que tu peux te mettre en colère. En plus, méfie-toi. Hein. Je vais faire ma Brigitte, méfie-toi. Et puis la troisième personne, ça serait moi. Moi, dans ma dernière vie. J'ai quelque chose qui m'obsède, tu vois, depuis toujours. Je suis de plus en plus persuadée qu'on se laisse des indices dans nos vies pour retrouver le chemin jusqu'à nos vies futures. Tu vois, Je pense que les synchronicités, c'est beaucoup ça, en fait. Toutes ces synchronicités qui nous aident à choisir un chemin. Je suis de plus en plus persuadée qu'on s'est laissé des petits cailloux comme le petit poussé, tu vois, de vie en vie. Et j'aimerais, alors, voilà, mon moi de ma dernière vie d'incarnation sur cette planète pour faire le point avec ça. C'est vrai ou c'est pas vrai, ce truc-là? Quel petit caillou je m'étais laissé ou pas? Et puis voir mon évolution, en fait. Voir qui je serai à la fin de tout ça. Voilà, ça c'est... Et ça m'obsède. Hein. C'est inhabituel et c'est très beau. Ah bah écoute, en tout cas, je suis obsédée. J'aime bien les triptyques. Quels sont les 3 dons que tu pourrais offrir à un enfant qui vient de naître? Alors avant tout, la confiance en soi. Ça, c'est une évidence pour moi, tu vois, parce que tout le monde manque de confiance, je crois. Donc, la confiance en soi. L'amour de soi-même aussi. Ouais. Réussir à s'aimer, tu vois, à pas se juger, à pas se faire du mal soi-même, quoi, tu vois. Et puis la joie. Sais, cette joie que les enfants ont de manière innée, mais qu'ils puissent la garder, en fait. As-tu une devise? Et si oui, laquelle? Ah ouais, à cœur vaillant, rien d'impossible. Ah, excellent. Ah ouais, non, ça me poursuit toujours. C'est ça, en fait. C'est quand tu as le courage de faire ce que tu as envie de faire, quand tu as le courage de tes propres choix. Rien n'est impossible, en fait. Et tu sais, je suis très marquée par Alors, quelqu'un de ma famille, je n'ai pas connu, puisque c'est un ancêtre, en fait. Alors, en fait, mon arrière-arrière-grand-père, ou arrière-grand-père, je ne sais pas, paternel, qui, en fait, est quelqu'un qui a une première femme. Cette femme est tombée enceinte. Donc, on était dans le Jura, hein, donc tu vois, dans les années, je sais pas, 1800 par là, quelque chose dans ce genre-là. Et au moment où l'accouchement commence, c'est en pleine tempête de neige. Et à l'époque, évidemment, tu accouches chez toi. Hein. Donc, ça se passe pas bien. Mon arrière-grand-père prend son cheval, va chercher le médecin du village. Le cheval tombe avec le médecin et mon arrière-grand-père dans la neige. Le médecin meurt, le cheval meurt, sa première femme donc meurt et le bébé aussi. D'accord ? Et en fait, cet ancêtre a eu le courage de tout rebâtir, de rencontrer quelqu'un d'autre, de refaire sa vie, etc. Et aujourd'hui, je suis là, tu vois. Sinon, j'aurais pas été là.
en fait, ni mon père, ni tous mes cousins cousines, ni mes oncles et tantes, etc. Et tu vois, c'est un exemple fort en fait que à cœur vaillant, malgré ton cœur brisé, parce que je pense qu'il a dû avoir le cœur sacrément brisé cet homme, tu vois, si tu as le courage de repartir, mais tout est possible derrière. J'en suis la preuve vivante, quoi. Ouais. Quel est le métier que tu rêvais de faire étant enfant? Militaire comme papa. Militaire comme papa? Ouais, parce que les femmes militaires, elles avaient des jupes bleu marine plissées et je trouvais ça trop beau. Voilà. Et après, il y a eu plein d'autres trucs. Hein. Maîtresse d'école, enfin, il y en a eu plein. Tu vois, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Donc. Est-ce que tu sais, en revanche, ce que tu emporterais sur une île déserte? Ah ouais, alors ça, oui. Des bouquins, ça c'est sûr. Des tonnes de bouquins. Et puis des outils pour écrire. Oui. Donc, un ordinateur, c'est idéal, mais bon, sur une île déserte, c'est peut-être pas facile. Donc, je sais pas, une machine à écrire, des papiers et un crayon, un marteau à burin, je sais pas. Mais voilà, des outils pour écrire, oui. Quelle est la rencontre qui t'a marquée? Dans les personnalités connues, on va dire, Ama, ça c'est sûr, c'est forcément une rencontre qui marque. Ouais. Après, c'est la rencontre avec mon mari, en fait. C'est mon mari. Mon mari d'aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à me découvrir. C'est quelqu'un qui est d'une gentillesse absolue et qui est absolument qui n'a aucun jugement. Voilà. J'ai jamais vu quelqu'un qui a aussi peu de jugement, en fait, envers les autres. Et je trouve ça juste waouh, tu vois. Et donc, qui m'a permis d'être qui je suis, complètement. Sans jugement, alors ça n'a pas été simple toujours, hein, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas qui me permet d'être qui je suis, et puis qui m'a permis de guérir, de me reconstruire, enfin voilà, on s'est bien trouvé quoi. Quelle est l'appli qui est indispensable dans ton téléphone? Alors, je suis pas du tout jeu, tout ça. Voilà, j'ai horreur de ça. Alors, mon mari et mon fils sont très jeux vidéo. J'ai horreur de ça. Je sais même pas allumer les consoles, pour te dire. Donc, tu vois, c'est pas du tout mon truc. Et alors, sur mon téléphone, hormis l'appli qui me permet d'aller sur ma page Facebook, Mademoiselle Bien-être, là, tu vois. Voilà, ça. Et puis, si, l'appli Google, quoi. Tu vois, pour faire des recherches, parce que j'ai un petit garçon qui se pose des millions de questions. Donc, Google étant mon meilleur ami, dès qu'il pose un truc, je sais pas, attends, on va regarder, je prends mon téléphone et on va sur Google, tu vois. Voilà. Quelle est ta série de télé préférée? Desperate Housewives. Ah. Ouais, j'ai fait ma midinette, j'adore. Mais alors, je l'ai vu 150 fois, mais j'aime toujours autant. Ça me fait marrer, enfin voilà, ça me détend. Voilà, je trouve en fait, il y a un ton très juste finalement. Ouais. Surtout dans les premières années, là, les premières, comment on dit, saisons, voilà. Après, bon, c'est parti un petit peu en cacahuète comme toutes les séries, mais au début, il y avait un ton très juste, je pense, de ce que vivent beaucoup de femmes, un petit peu dans leur prison dorée. Je trouve que voilà, il y a un ton très juste. Et puis après, c'est plutôt une émission, j'adore l'émission de Nagui, qui s'appelle N'oubliez pas les paroles, parce que j'adore chanter. Et j'adore chanter de la chanson française. Et souvent, tu vois, je retiens comme ça, mais comme j'ai peu de mémoire, c'est un peu compliqué. Et là, au moins, comme c'est du karaoké, j'ai les paroles, tu vois, donc c'est top. Voilà. Quel est l'endroit sur Terre qui te ressemble? Écoute, mon mari est antillais, il est guadeloupéen. Je trouve que la Guadeloupe, ça me va comme un gant, en fait. Il y a la chaleur, il y a le soleil, il y a les sourires, les gens qui ont toujours une petite blague, il y a un mot sympa quand tu passes, et ça, on l'a beaucoup perdu en métropole. Il n'y a pas que ça, évidemment, hein, il y a aussi des côtés négatifs. Et puis la beauté des paysages, moi, je m'émerveille. Enfin, j'ai besoin de ça, j'aime ça, tu vois, les beaux paysages, les arcs-en-ciel permanents presque. J'adore. Donc, je pense à la chaleur et du climat et des gens. Et pour terminer, quels sont les conseils que tu as envie de donner à ceux qui n'osent pas pousser la porte de leur propre placard? Imagine que ça se passe bien. Tu vois? Ouais, juste ça, et c'est déjà énorme, ouais. Ouais, je pense que ça suffit parce que en renversant juste ta pensée et finalement ta croyance limitante, quoi. Juste en ouvrant la porte à un autre possible, que finalement c'est que ça. Enfin, notre futur, c'est des millions de possibles. Donc, imagine qu'il y a un autre possible que celui que tu imagines toi. Ouais. Tu vois? Donc, voilà, je pense que c'est ça. Et puis, vraiment, c'est les conseils que je donnerais aux enfants dont on a parlé tout à l'heure. Tu vois, c'est aie confiance en toi, aime-toi. Enfin, si toi tu t'aimes pas, les autres t'aimeront pas. Enfin, c'est une logique implacable en fait, tu vois. Et puis, garde ta joie, fais les choses parce que ça te met en joie et pas parce que ça plaît à quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois. Super. Écoute, merci beaucoup Caroline pour à toi.
ta joie. T'as vraiment ta joie enfantine, ton rire cristallin et cette générosité dans ton partage. À très bientôt. À bientôt, merci. Voilà, Aleph, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver toutes les informations et les coordonnées de mon invité, rendez-vous sur le site internet àlécoutedesavoix.fr. Et voix, c'est VOIE. Vous trouverez aussi toutes les ressources mentionnées dans cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcast afin de faire grimper la visibilité d'À l'écoute de sa voix. C'est de cette manière que vous pouvez aider concrètement le podcast à monter dans le classement. Votre soutien est important, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et même sur YouTube. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à ce que j'envoie aux membres de la communauté Alève, vous pouvez vous abonner gratuitement sur àlécoutedesavoix.fr. Vous pouvez découvrir aussi en avant-première la personnalité du prochain épisode sur le compte Instagram du podcast, à l'écoute de sa voix.podcast ou sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast revient dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous.